Après l'annulation de la série Family Album en 1993, les deux amis et scénaristes Marta Kauffman et David Crane décident de se lancer dans un tout nouveau projet. Ce projet, c'est une série se déroulant à Manhattan, qui met en scène 6 personnes dans leur vingtaine qui vivent tant bien que mal à New York. L'idée a germé lorsque les deux auteurs ont repensé à leur propre expérience lorsqu'ils sont venus s'installer seuls dans cette grande ville après la fin de leurs études. Pour eux, cette période était remplie de doutes quant à l'avenir qui les attendait. Ils ont été immédiatement séduits par cette idée car ils estimaient que c'était un sentiment auquel chacun pouvait s'identifier. Cependant, selon le réalisateur et scénariste Cameron Crowe, l'inspiration pour ce concept est directement venue de la Warner Bros. Qui avait envisagé de transformer son film Singles, sorti en 1992, en une série télévisée. Pour info, ce long métrage raconte la vie de jeunes célibataires qui habitent dans le même immeuble à Seattle. Crowe prétend que lorsqu'il a refusé d'accorder les droits, Crane et Kauffman ont malgré tout repris l'idée de son film tout en y apportant plusieurs modifications. Quoi qu'il en soit, le duo a rédigé un premier traitement de 7 pages qu'ils ont intitulé Insomnia Café et l'ont soumis à la chaîne NBC en décembre 1993. Ils ont également présenté l'idée à leur partenaire de production Kevin Bright qui avait été producteur exécutif de leur série Dream On diffusée sur HBO. Dans ce script, on fait la connaissance de Rachel, passionnée de mode, Monica, une obsédée de la propreté, Phoebe qui a connu une enfance compliquée, Ross, le geek, Chandler, le blagueur, et enfin Joey, un acteur en difficulté un peu donjouan et amateur de nourriture. There are things you do. Joey doesn't share food! Au même moment, Warren Littlefield, alors président d'NBC, souhaitait mettre à l'antenne une comédie montrant des jeunes vivant tous ensemble. Il voulait produire un show mettant en scène un groupe d'amis qui partagent absolument tout. Cependant, il a eu beaucoup de mal à tomber sur des scénarios convaincants. Mais lorsqu'il a entendu parler de ce fameux Insomnia Café, il a montré un vif intérêt. Le traitement est donc présenté à la chaîne avec ce petit résumé. Il s'agit de sexe, d'amour, de relations, de carrière, d'un moment de vie où tout est possible. Et c'est une question d'amitié, car lorsque vous êtes célibataire et en ville, vos amis sont votre famille. Sans trop tarder, NBC achète l'idée pour tourner un pilote. Les deux auteurs n'ont que 3 jours pour écrire ce premier épisode. Le réseau valide le scénario et commande même toute une saison. Entre-temps, le titre passe de Insomnia Café à Friends Like Us, puis Six of One, pour finalement s'appeler tout simplement Friends. Maintenant que le projet se concrétise, il faut trouver les 6 acteurs pour incarner ces personnages hauts en couleur. Les auditions ont eu lieu à New York et Los Angeles. Ayant travaillé avec David Schwimmer dans le passé, les créateurs de la série ont écrit le personnage de Ross en pensant à lui. Sans surprise, il a été le premier à être choisi. Pour Monica, un personnage de nature perfectionniste, autoritaire et compétitive, c'est Courtney Cox qui se montre intéressée. Mais les producteurs la voyaient plus dans les traits de Rachel, en raison de son énergie positive et son côté optimiste. La comédienne passe l'audition et Kauffman est d'accord avec elle. L'actrice est faite pour jouer Monica Geller. Wait. Pour une raison quelconque, je pensais que j'avais davantage de liens avec Monica, et c'est peut-être parce que c'est le cas. Je lui ressemble beaucoup. Je ne suis pas aussi propre que Monica, mais je suis très soignée. Et je ne suis pas aussi compétitive, mais certaines personnes, comme mon partenaire Johnny, diraient que je le suis. Courtney Cox apparaît pour la première fois dans le clip Dancing in the Dark de Bruce Springsteen en 1984. Durant la même année, elle tourne dans plusieurs séries et même dans une pub pour des Tampax. Remember, there's a feeling with Tampax. It can actually change the way you feel about your period. Après quoi, elle se fait connaître en participant à la saison 6 et 7 de Sacrée Famille. Lorsque Matt LeBlanc a auditionné pour Joey, il a apparemment donné une tournure différente au personnage. Il a joué Joey de manière plus simple que prévu. Bien que Crane et Kauffman ne voulaient pas de lui pour le rôle à l'époque, la chaîne leur a demandé de le choisir. Le public l'avait déjà vu dans Marier 2 enfants et dans plusieurs publicités. Jennifer Aniston, Matthew Perry et Lisa Kudrow ont été choisis pour les rôles de Rachel, Chandler et Phoebe. Perry et Aniston, tous deux sous contrat avec d'autres émissions cette année-là, ont été choisis quelques jours avant le début du tournage du pilote. Pour Lisa, son chemin vers le rôle a été un peu plus difficile. Le metteur en scène James Burrows n'était pas convaincu par l'actrice. En fait, le réalisateur avait également participé à la production de Frasier sur NBC, dans laquelle Kudrow avait été accidentellement choisie pour jouer Rose en 1993. Il l'avait donc renvoyée. J'ai été choisie
Par erreur. Je ne le savais pas à l'époque. Je savais que Jim avait estimé que je n'étais pas la bonne personne. Alors j'ai pensé, oh, il ne m'aime pas, il n'aime pas ce que je fais. Pour Friends, j'ai dû faire une audition spéciale pour Jim Burrows. Il faut faire des auditions pour les producteurs, le studio, les créateurs, mais entre tout ça, j'ai dû aller lire mon texte pour Jim. Je pensais que tout le monde devait le faire, mais j'ai découvert il y a quelques années que j'étais la seule, juste pour être sûre que Jim était d'accord pour que je fasse Phoebe. Sur le plateau du pilote, j'ai dit « Oh putain, Jim Burrows dirige ça ». C'était plutôt une défaite que de la colère. Nous nous préparions à faire une répétition où je dois faire mon monologue et il m'a dit « Lisa, assieds-toi sous la table pour lire ton texte. Fais-le sous la table, elle est là-bas. » Je me suis juste dit « Mon Dieu, je ne peux me connecter avec personne. » J'ai fait de mon mieux. Après la répétition, David Crane m'a dit « C'était amusant de te voir sous la table, comme si c'était mon idée. » C'est à partir de là où j'ai compris que je pouvais lui faire confiance. Plusieurs changements sont survenus dans les intrigues au cours du processus de casting. Les scénaristes ont très vite constaté qu'ils devaient adapter les personnages avec la personnalité des acteurs pour rendre le tout plus naturel. Une fois le casting bouclé, une équipe de 7 jeunes écrivains sont embauchés. La majorité des idées provenaient évidemment des scénaristes, bien que les acteurs aient parfois ajouté leur propre pierre à l'édifice. Par exemple, les auteurs avaient initialement prévu que la grande histoire d'amour se déroulerait entre Joey et Monica. Okay, here's your penis. Mais l'alchimie entre Jennifer et David était une véritable évidence, si bien que l'intérêt romantique entre Ross et Rachel a émergé pendant l'écriture de l'épisode pilote autant que derrière les caméras. Autre petit détail, il a été très vite décidé que les titres des épisodes commenceraient par « Celui qui ». Lors d'une interview pour le Today Show en 2017, David Crane s'est exprimé sur ce sujet. Nous avions participé à plusieurs séries où les auteurs passaient beaucoup de temps à essayer de trouver des titres intelligents et amusants. Alors, j'ai pensé à la façon dont les fans parlent toujours d'un épisode. Ils disent toujours « Oh, c'est celui qui a ce truc, celui où il se passe ça ». Alors on s'est dit « Faisons ça ». Et puis ça a collé. C'était plus facile et les gens s'en sont souvenus. Juste avant le début du tournage, NBC souhaitait que les scénaristes incluent un autre personnage plus âgé pour attirer un public plus mature. Les showrunners étaient réticents, mais ils ont quand même ajouté Pat le policier à leur scénario en s'inspirant d'un policier qui fréquentait les cinémas lorsqu'ils étaient à l'université. Pat était censé être le 7e ami, bien qu'il n'avait pas un rôle aussi important que les 6 autres personnages principaux. Mais les créateurs étaient tellement opposés à cette idée qu'ils ont supplié NBC de retirer ce personnage. Afin de persuader la chaîne, ils ont fait une sorte de compromis en y insérant les parents de Monica et Ross dans certains épisodes. Cela répondrait aux préoccupations de NBC concernant l'ajout de personnages plus matures, tout en éliminant l'idée d'un 7e ami. Sans cet accord, des personnages tels que Jake et Judy Geller n'auraient peut-être jamais été introduits. Tiens, attends, je prends ça et c'est moi qui vais aller leur parler, d'accord? Et surtout, dis-lui bien qu'on n'a jamais fait de beurre sur le dos des galeurs. Certains jours, je suis émerveillée de la façon dont tu prends les choses en main. J'ai plus qu'à aller me saouler, moi. Le fameux générique a été filmé dans une fontaine du Warner Bros Ranch à 4 h du matin alors qu'il faisait particulièrement froid. Les acteurs ne gardent pas un très bon souvenir de ce tournage. Le canapé orange du Central Perk que l'on peut voir au tout début a été retrouvé dans le sous-sol du studio. Au niveau de la musique, impossible d'imaginer autre chose que All Bizarre For You pour accompagner ces petites séquences. Et pourtant, c'est une autre chanson qui avait été initialement choisie. C'est Kevin Bright, l'un des producteurs de Friends, qui a proposé All Bizarre For You. Donc, merci Kevin. Toujours concernant le générique, les fans ont pu remarquer que chaque acteur a le nom d'Arquette ajouté au sien durant le premier épisode de la saison 6. C'est parce qu'après la fin de la saison 5, Courtney Cox s'est mariée avec l'acteur David Arquette, qu'elle avait rencontré sur le tournage de Scream. Pour fêter ça, son nom de famille a été ajouté partout. D'ailleurs, David fait une petite apparition dans la saison 3. Le tournage de Friends a débuté au cours de l'année 1994 devant un public qui a reçu un résumé de l'histoire pour se familiariser avec les 6 personnages. Un comédien a été embauché pour divertir le public entre les prises. Chaque épisode de 22 minutes prenait environ 6 heures à être filmé, ce qui est 2 fois la durée de la plupart des enregistrements de sitcoms, principalement en raison des nombreuses reprises et réécritures du scénario. Friends n'a jamais été tourné à New York, mais sur la scène 5 au studio Warner Bros en Californie. Bright a estimé que le tournage en dehors du studio rendait les épisodes moins drôles, même quand c'était à l'extérieur, et que le public en direct était une partie intégrante de la série. Scene Apple, take 1. 4 cameras. Marker.
for... I said I did the song wrong. It's hard to tell, but I know. Sorry, I'm sorry. Paper towels here. Well, at Monica's. Okay. No. Yes, you can. Ready? Yeah. Phoebe, what about friends of your grandmother's? I can't. I know. Phoebe, what about friends of your grandmother's? Do they not have the recipe? At 6. We said 7, you dumb whorebag. That's what you get for making me start all over. No, you didn't. I did. No. Yeah, I could borrow your uniform, say this. Uniform? Ha, very funny. Look, I don't know what to do. Jesus! What the hell's the line? Like, this is a surprise! Ooh, you're right. And she uses sex as a weapon. Fine. Does it not taste good? Let me try that. No. I have to, okay? Don't do it! Pour des raisons budgétaires, il n'y avait pas de rue à l'extérieur du Central Perk pour les premiers épisodes, juste une toile de fond peinte. La fenêtre était un peu floue avec de nombreuses plantes pour la cacher. En parlant de décor, plusieurs éléments sont devenus cultes, comme cette affiche française dans l'appartement de Monica. Pour le pilote, le studio, la chaîne et toutes les personnes qui passaient par là devaient approuver notre plateau. J'avais d'abord mis une tapisserie trouvée dans le département draperie de Warner Bros. C'était une super vieille tapisserie qui aurait pu être des années 1900, peut-être même plus tôt, mais elle avait un côté un peu religieux. Il craignait que ce soit trop religieux. J'ai donc commencé à feuilleter mes livres de recherche sur le cirque et les affiches françaises du début des années 1990. J'ai trouvé cette image, je l'ai prise et je l'ai reproduite pour en faire une affiche. C'est arrivé de façon très naturelle et pas trop réfléchie, alors que maintenant, c'est une affiche emblématique. Au fil du tournage, un problème majeur pointe le bout de son nez. Jennifer Aniston n'est pas sûre de pouvoir rester. En effet, l'actrice était déjà engagée sur une autre émission diffusée sur CBS, Modeling Flu, et avait même tourné plusieurs épisodes. Si cette dernière avait été un succès, Aniston aurait été contrainte d'abandonner Friends en plein milieu de la saison 1. Notre peur était que nous tournions 4 ou 5 épisodes et que CBS, juste pour embêter NBC, commande Modeling Flu, à la suite de quoi nous aurions dû changer d'actrice et retourner les 5 premiers épisodes. Mais finalement, elle a été annulée au bout de 10 épisodes. Avant la diffusion du premier épisode de Friends, les acteurs ont été amenés au Caesars Palace à Las Vegas pour profiter de leur dernier moment en tant qu'anonymes. Et c'est le 22 septembre 1994 que le premier épisode est diffusé aux États-Unis. I'm Rachel. I'm Joey. I'm Phoebe. I'm not doing this. Come on. This is a shameless, exploitive attempt to get people to watch our show. Plus de 21 millions de téléspectateurs font la connaissance de Phoebe, Rachel, Monica, Ross, Joey et Chandler. Un très bon score pour la chaîne. En dépit d'un succès sur l'audimat, la critique exprime de nombreuses réserves. Certains téléspectateurs sondés trouvaient les personnages superficiels, égocentriques et pas assez sympathiques, tandis que d'autres n'ont pas aimé voir un groupe d'amis supposés être en difficulté financière pouvant se permettre d'immenses appartements. Bright a ensuite expliqué plus tard que le décor devait être suffisamment grand pour les caméras et pour que le public présent sur le plateau puisse voir ce qui se passe. Mais la critique la plus cinglante restera sûrement celle du Time Magazine qui a publié ceci. Dans Friends, il y a toujours quelqu'un pour partager leurs soucis personnels ou leur offrir une épaule pour pleurer. Mais qui voudrait des conseils de ces abrutis dysfonctionnels, avec leurs références obsédantes à la culture pop? Et le Washington Post, lui, s'en prend directement au créateur. Une autre création horrible de Martha Kaufman et David Crane, le duo sans esprit qui a fait Dream On pour HBO. Friends est plus un talk-show scripté qu'une sitcom. Pour les 16 premiers épisodes, les audiences varient entre 18 et 26 millions. Mais à partir du 17e épisode, c'est plus de 30 millions de personnes qui vont suivre le show. Ce succès inattendu n'a rien à voir avec le bouche à oreille. C'est en fait à partir de cet épisode qu'NBC a décidé de déplacer la série derrière Seinfeld, qui était pendant cette saison-là le programme, la série et la sitcom la plus regardée des États-Unis. Friends réussit alors à exploser les records.
De plus, des rediffusions atteindront des scores ahurissants entre 26 et 28 millions de téléspectateurs. Le dernier épisode de cette première saison, celui qui fait craquer Rachel, rassemblera 31 millions d'Américains. Le phénomène Friends est né. La deuxième saison rassemblera tout autant de spectateurs et obtiendra même un record historique avec 52,9 millions de fans devant leurs écrans, avec le double épisode, celui qui retrouve son singe, partie 1 et 2. C'est non seulement un record pour la série, mais aussi pour la télévision américaine puisqu'aucun programme diffusé après le Super Bowl n'a enregistré un score aussi important. Les autres saisons vont faire un carton avec des moyennes d'audience d'environ 25 millions. Mais une telle ascension ne vient pas sans dégringolade. Un épisode fait mouche. Diffusé le 3 mai 2001, l'épisode 21 de la saison 7 rempli de flashbacks intitulé « Celui qui écrivait ses vœux » n'a rassemblé que 15 millions de personnes. Personnellement, je ne suis pas étonné. Rajouter des flashbacks aussi longs d'épisodes que l'on a déjà vus a tendance à alourdir la narration dynamique à laquelle Friends nous avait habitués. Un flashback doit être utile pour la progression des personnages. Mis à part jouer sur nos émotions et les souvenirs de la série, ils n'ont pas grande utilité. Mais toutes les séries sont passées par là. Il faut dire que les chaînes commandaient plus de 20 épisodes par saison à l'époque. Les auteurs ont donc trouvé cette technique pour alléger leur travail. Sinon, durant la saison 2, nous pouvons voir pour la toute première fois à la télévision un mariage lesbien. Plus précisément, c'est dans celui qui n'apprécie pas certains mariages. Les producteurs avaient embauché 200 personnes à temps partiel pour répondre aux appels concernant toutes les plaintes qu'ils pensaient recevoir. Ils ont finalement reçu 11 appels au total. Ce fut le premier mariage lesbien à être diffusé à la télé. Ils l'ont censuré dans certains états où la série était diffusée. Mais au final, tout a fini par bien se passer. Et la presse est montée au créneau, à l'époque, pour dénoncer cette censure. Et nous avons même fini par recevoir des prix pour cette histoire. Jane Sibbett, l'interprète de Carol, n'avait aucune idée de l'influence que son personnage pouvait avoir, jusqu'à ce qu'elle rencontre des fans. Je me souviens avoir rencontré un homme lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par une organisation qui travaille avec des familles homosexuelles. Il m'a dit que s'il avait eu Carol et Suzanne comme modèle quand il était un petit garçon, il n'aurait probablement pas essayé de se suicider tant de fois. Je n'avais jamais imaginé que la série puisse avoir un tel impact. Au fil des saisons, les 6 amis vont un peu voyager en dehors de New York. On peut notamment les retrouver dans une maison au bord de la mer, à Las Vegas, ou bien encore à Londres. L'équipe s'était vraiment déplacée dans la capitale parce que les producteurs étaient conscients de la popularité de la série au Royaume-Uni. Les scènes ont été tournées dans un studio avec 3 publics composés de 500 personnes. De plus, comme je suis en train de parler de voyage, j'en profite pour vous dire que les scénaristes ont sérieusement pensé à délocaliser nos héros préférés dans une grande maison au bord d'un lac du Minnesota à partir de la 5e saison. Le but était de surprendre le public. Tout était déjà prévu pour permettre aux 6 amis de déménager tous ensemble. Il a même été question de reprendre le générique et de faire danser les protagonistes dans une fontaine gelée. Mais les showrunners ont trouvé cette idée trop radicale et n'a donc pas été exploitée. À partir de la saison 3, le tournage d'un épisode se décomposait en plusieurs étapes, généralement réparties sur une semaine. Le lundi était consacré à la lecture des scripts en présence des auteurs et des producteurs. Le mardi, c'était le jour des répétitions avec les acteurs et les décors. Le mercredi, les mêmes répétitions, mais cette fois-ci avec la présence des producteurs et dans les conditions du tournage. Pour le jeudi, dernière répétition générale en présence des producteurs de la Warner qui ont le droit de s'exprimer sur d'éventuels sujets choquants. Et enfin, tournage de l'épisode en intégralité le vendredi. Le tournage commençait l'après-midi devant environ 300 personnes. Il se prolongeait jusque tard dans la soirée, chaque scène étant tournée plusieurs fois. Après vous avoir parlé de la création de la série et de ses débuts à la télévision, il est temps de revenir sur les meilleures anecdotes que j'ai pu trouver au travers des 10 saisons. Il y en a tellement que j'ai dû faire un gros tri. C'est parti! Les 6 comédiens avaient un rituel bien à eux avant de se rendre en studio. Ils se réunissaient dans une salle pour se donner des ondes positives et se faire un câlin collectif. Les autres comédiens présents sur le plateau n'étaient pas autorisés à entrer. En 2014, Lisa Kudrow avait révélé que si les scénaristes avaient écrit les paroles de son tube Smelly Cat, c'est elle qui avait créé la mélodie. Smelly cat, what are they feeding you? On apprend qu'au départ, la chanson parlait d'un chien et non d'un chat. Betsy Borns est la scénariste qui a écrit l'épisode « Celui qui a oublié un bébé dans le bus » dans lequel on entend la chanson pour la toute première fois. Il s'agit du 6e épisode de la saison 2 où Joey et Chandler oublient Ben dans le bus. C'est aussi le même épisode où Phoebe est remplacée par Stephanie, une chanteuse professionnelle au Central Perk. Elle décide donc de s'installer devant le café et chante la fameuse chanson. Comme beaucoup de scénaristes, Borns intégrait des détails de sa vie personnelle. Elle confie qu'à l'époque, elle avait un chien nommé Gouda qui sentait très mauvais comme un mauvais fromage.
C'était donc au départ Smelly Dog, mais dans la salle d'écriture, ils ont trouvé que Cat était plus drôle que Dog. Et voilà comment Tu pues le chat est né. En 1997, Lisa Kudrow est tombée enceinte. Au lieu de cacher sa grossesse comme ils l'ont fait plus tard avec Courtney Cox, les scénaristes ont choisi de l'intégrer à la série. Étant donné que le personnage était célibataire à ce moment-là, ils ont opté pour une intrigue impliquant son frère. Celui-ci en couple est très épris de sa compagne et il demande à Phoebe d'être leur mère porteuse. La jeune femme accepte et au début de la saison 5, elle donne naissance au triplé de Frank et Alice. Alors, lequel de vous deux est le père? Ah non, aucun d'eux. En fait, le père, c'est mon frère. En 10 saisons, la série a reçu des invités prestigieux, de Julia Roberts à Brad Pitt en passant par Bruce Willis. Ce dernier a prêté son visage à Paul, le père d'Elizabeth, qui n'est autre que la petite amie étudiante de Ross dans la saison 6. Alors qu'ils étaient tous les deux à l'affiche du film Mon voisin le tueur en 2000, Matthew Perry et Bruce Willis ont parié sur le succès du film au cinéma. L'interprète de Chandler était convaincu qu'ils atteindraient la première place au box-office, contrairement à Bruce Willis. Résultat des courses, le long métrage est resté en tête pendant plusieurs semaines d'affilée, obligeant ainsi l'acteur à faire une apparition dans la série. En 1996, le temps d'un épisode, Brooke Shields avait hérité du rôle d'une femme obsédée par le personnage de Joey qui ne parvient pas à faire la différence entre lui et son rôle du docteur Drake Ramoray dans le feuilleton Les jours de notre vie, et qui, lors d'un dîner en sa compagnie, se révèle être totalement folle. Dans une interview accordée au magazine The New Yorker, l'actrice est revenue sur la réaction d'André Agassi, son petit ami de l'époque, alors qu'il assistait au tournage de l'épisode. La comédienne a expliqué que l'ancien champion de tennis a quitté le tournage avant de se rendre à leur domicile où il s'est mis à détruire ses trophées dans un accès de rage. C'était un comportement irascible. Dans la scène, je devais sucer les doigts de Joey parce que ce sont les doigts d'un génie, et je veux les dévorer car je suis folle. Il m'a dit « Tout le monde se moque de moi, tu me fais passer pour un idiot en te comportant de la sorte ». Je lui expliquais que je jouais simplement la comédie. J'apprendrai plus tard qu'il était dépendant en méthamphétamine à ce moment-là, et que ce comportement irrationnel était certainement dû à cela. En 10 ans, les auteurs ont tenté plusieurs fois de faire évoluer certaines relations. Mais parfois, c'est grâce à la réaction du public que les choses ont réellement bougé. Par exemple, la relation entre Chandler et Monica n'était à l'origine prévue que pour une seule nuit. Je vais me marier aujourd'hui. Oui, on le sait. Tu crois qu'il m'a vu? Bien que cette idée ait commencé à germer dans l'esprit des scénaristes dès la saison 3, elle n'a été concrétisée qu'à la fin de la saison 4. Pour rappel, ces deux meilleurs amis passent la nuit ensemble à Londres lors du voyage pour le mariage de Ross avec Emily. Néanmoins, les écrivains ont pris leur temps, ne sachant pas si la relation entre Monica et Chandler serait une simple aventure sans lendemain ou une véritable histoire d'amour. Finalement, en réponse à l'enthousiasme des fans, ils ont fait de ce couple une paire emblématique. Par contre, l'idée d'une relation entre Joey et Rachel qui a été décidée à mi-chemin de la 8e saison n'a pas eu le même succès. En réalité, les créateurs ne voulaient pas que Ross et Rachel se remettent ensemble si tôt, mais souhaitaient quand même intégrer une histoire d'amour. C'est à ce moment-là qu'un auteur suggère le couple Rachel et Joey. Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu un impact sur la production de séries et de films, y compris sur Friends. L'épisode 3 de la saison 8, diffusé le 11 octobre 2001 à la télévision américaine, a été réécrit en raison de passages jugés sensibles suite à ces événements tragiques. Dans cet épisode, Monica et Chandler partent en lune de miel et ont le malheur d'arriver toujours après un autre couple de jeunes mariés qui profitent alors de tous les avantages à leur place. Mais l'intrigue aurait dû être différente. Dans une scène coupée mais trouvable sur le net, Chandler fait une blague sur les bombes, ce qui les conduit à un interrogatoire de la part des autorités. Plus tard dans l'épisode, Monica crie au téléphone avec Joey et mentionne une explosion, ce qui entraîne une nouvelle arrestation du couple. Step back inside, please. En outre, dans la saison 8, épisode 13, intitulé « Celui qui découvrait les joies du bain », on peut voir au début Joey porter une chemise avec le nom Captain Billy Burke, en hommage à un pompier décédé le 11 septembre 2001. La statue culte de ce chien blanc qu'on peut voir chez Joey a été initialement offerte à Jennifer Aniston comme cadeau porte-bonheur de la part de sa meilleure amie lorsqu'elle a commencé à jouer. Elle a proposé de le prêter à la série pour l'épisode où Joey achète beaucoup de choses. Après cet épisode, les producteurs ont décidé de le conserver. Au lycée, le professeur de Matthew Perry a déclaré qu'avec ses blagues et ses bêtises, il n'arriverait jamais à rien dans la vie. Lorsque Matthew a fait la couverture du magazine People, pour la première fois, il a envoyé une copie de la couverture à l'enseignant. Jennifer Aniston est sortie avec Ted Donovan, l'acteur qui joue Joshua, pendant 3 ans. Ils se sont fiancés mais se sont malheureusement séparés la même année où il a décroché un rôle dans la série.
L'épisode où Phoebe pense que sa mère décédée s'est réincarnée en chat a été écrit par Martha Kaufman au moment où sa mère venait de mourir. Tous les auteurs ont admis plus tard qu'ils étaient contre cette idée, mais que personne n'a eu le courage à l'époque de lui dire non. Lorsque Rachel essaie de trouver un nouveau prêtre pour le mariage de Chandler et Monica, elle trouve un grec orthodoxe issu du mariage d'Anastasakis et Papazifakis, ce qui est un hommage au vrai nom de Jennifer Aniston, qui est Anastasakis. Énorme! Contrairement à son personnage, Matt LeBlanc parle couramment l'italien et le français. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais Popo! You're not speaking French! Ricky Parker, un membre de l'équipe, a accidentellement brisé un petit miroir sur le plateau. Il a alors récupéré le cadre doré et l'a fixé autour du Judas. Et c'est maintenant devenu un symbole emblématique de la série. Phoebe et Mike se sont retrouvés ensemble parce que tout le monde voulait garder Paul Rudd dans la série. D'ailleurs, l'acteur s'est confié sur une petite anecdote que je trouve marrante. Lors du dernier épisode où les acteurs s'embrassent en pleurs, le comédien a décidé de faire une blague pour détendre l'atmosphère, mais bide complètement. Lors du moment fatidique, il déclare « On l'a fait les gars, quelle aventure !» Ce qui laisse un énorme blanc gênant sur le plateau en larmes. Les 6 acteurs ont tous été nommés aux Emmy Awards, mais il y a une grande absente dans ce palmarès. Dans une interview, Courtney Cox est revenue sur cette absence de nomination aux côtés de Jennifer Aniston et Lisa Kudrow. L'interprète de Monica est la seule à avoir été snobée. Bien sûr, ça m'a toujours blessée. Quand chaque membre de la distribution a été nommé sauf moi, cela m'a définitivement blessée. J'étais d'abord heureuse pour tout le monde, avant de me demander « Oh, je suis la seule ?» Ça fait mal. Je voudrais juste faire partie des nommés, je n'ai jamais voulu reprendre quoi que ce soit à personne. Parfois, j'aimerais juste être incluse dans certaines choses. Les filles et les gars de la série méritaient chaque nomination. Au niveau des salaires, les acteurs ont touché 22 000 $ par épisode durant la première saison. A noter que, lorsque Matt LeBlanc a auditionné pour le rôle de Joey, il avait seulement 11 $ sur son compte en banque. Quand les acteurs ont reçu leur premier salaire, la première chose que LeBlanc a acheté a été un repas chaud. Quant à Courtney Cox, elle a choisi d'acheter une voiture. Face au succès, ils ont touché 40 000 $ par épisode au cours de la saison 2, mais quand Jennifer Aniston et David Schwimmer ont été payés plus que leurs petits camarades du fait de la place centrale occupée par le couple Rachel et Ross, cela n'a pas trop plu au groupe. Du coup, à partir de la 3e saison, il y a eu des renégociations. Les 6 comédiens ont décidé de négocier pour toucher la même somme à partir de ce moment précis. Ainsi donc, ils ont vu leur salaire s'élever à 75 000 $ pour la saison 3, 85 000 pour la saison 4, à 100 000 $ pour la saison 5, à 125 000 pour la saison 6, à 750 000 $ pour les saisons 7 et 8, puis 1 million de $ pour les saisons 9 et 10. Cependant, Jennifer Aniston a bien failli ne pas renouveler son contrat pour la dernière saison. J'avais quelques problèmes à régler. Je voulais que la série se termine quand les gens nous aimaient encore et que nous étions au sommet. Et puis je me suis aussi demandé à quel point j'avais encore de Rachel en moi. Son planning était si chargé que la saison a dû être écourtée. Voilà pourquoi la 10e saison ne compte que 18 épisodes au lieu de 24. C'est seulement en janvier 2004, soit 4 mois avant la diffusion du final, que les créateurs de la série avaient terminé la première ébauche du script. Crane, Kaufman et Bright ont regardé les finales d'autres séries pour préparer les grandes lignes de l'épisode, en faisant attention à ce qui a fonctionné et à ce qui, au contraire, n'a pas fonctionné. La tâche a été très délicate, mais les acteurs ont apprécié cette fin et ils étaient convaincus que les fans réagiraient de la même manière. C'est exactement ce que j'avais espéré. Nous nous retrouvons tous avec le sentiment d'un nouveau départ et le public a le sentiment que c'est un nouveau chapitre dans la vie de tous ces personnages. Le tournage de ce dernier épisode a été sans surprise très émouvant pour toute l'équipe. Nous sommes comme de la porcelaine très délicate en ce moment et nous nous dirigeons à toute vitesse vers un mur de briques. Adios, arrivederci, au revoir. Take 1, 5 cameras. Pour cet événement, NBC lance une énorme campagne de pub. Les tarifs publicitaires pour la finale étaient en moyenne de 2 millions de $ pour 30 secondes d'antenne, battant le record détenu par Seinfeld avec ses 1,7 millions de $. Et le 6 mai 2004, c'est pas moins de 52,5 millions de téléspectateurs qui sont présents pour dire au revoir à nos amis. Je crois que cette fois, ça y est. C'est plus difficile que je l'aurais imaginé. Alors que Friends a pris fin en 2004, elle demeure l'une des séries les plus populaires et les plus rentables à ce jour. Grâce à ses rediffusions récurrentes, la série génère encore 1 milliard de $ de revenus annuels pour la société de production.
Les acteurs principaux touchent 2% de ses revenus, ce qui équivaut à un revenu annuel de 20 millions de dollars chacun. Ce qui pour moi a marqué les esprits et fait le succès de cette série, c'est avant tout son caractère intemporel. Nous avons tous la vingtaine, on a peur, on se pose des questions sur notre avenir et on se demande si on fait les bons choix. Friends nous rappelle une leçon importante, la vingtaine c'est fait pour ça. Pour faire des erreurs et apprendre, se relever, et ce n'est qu'à leur trentaine qu'enfin les personnages se marient, ont des enfants, commencent leur vie tout simplement. Nous passons trop de temps à nous inquiéter, alors qu'il suffit juste de vivre le moment avec ceux qui nous sont chers. Le reste viendra plus tard. Et après un aussi grand succès, les producteurs n'ont évidemment pas voulu en rester là et ont très vite pensé à sortir un spin-off. C'est donc le 9 septembre 2004 qu'est diffusée Joey, une série de 2 saisons où Joey quitte New York pour Hollywood dans le but de faire monter d'un cran sa carrière d'acteur. Non, je suis acteur, vous voyez, je vivais à New York, mais on m'a proposé un contrat à Los Angeles. C'est vrai que ça n'a pas été évident de prendre la décision, mais enfin, quand on veut réussir, il faut savoir tout quitter. Ça fait longtemps que Chandler et toi, vous auriez dû emménager ici. L'ambiance est très gay-friendly. Chandler et moi, on n'a jamais été un couple gay. Si le premier épisode a attiré 18 millions de téléspectateurs, les audiences vont continuellement descendre. La première saison obtiendra une moyenne de 10 millions de téléspectateurs, tandis que la deuxième atteindra péniblement les 7 millions. On est bien loin des scores de Friends. Malheureusement, je ne peux pas conclure cette vidéo sans parler de Matthew Perry, qui a connu des problèmes d'alcool et de drogue pendant et après le tournage de Friends. Cela a eu des répercussions sur sa mémoire, car comme il avait confié lors d'une interview pour la BBC Radio en 2016, l'interprète de Chandler a oublié plusieurs années de cette période de sa vie. Quand on lui demande l'épisode qu'il aime le moins, l'acteur avait répondu qu'il y avait 3 années dont il ne se souvenait plus, quelque part entre les saisons 3 et 6. Cette période difficile de sa vie avait laissé des traces, mais Perry avait travaillé sur sa sobriété et sa santé mentale avant d'être retrouvé mort chez lui le 28 octobre 2023. Avant sa mort, il avait révélé ses dernières volontés à son entourage. Quand je mourrai, je sais que les gens parleront de Friends, 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 et j'en suis reconnaissant. Je suis heureux d'avoir fait du bon travail en tant qu'acteur, ainsi que d'avoir donné à plusieurs reprises l'opportunité aux gens de se moquer de mes combats sur Internet. Mais quand je mourrai, en ce qui concerne mes accomplissements, cela serait bien si Friends était cité bien après ce que j'ai fait pour essayer d'aider les autres. Je sais que cela n'arrivera pas, mais ça serait bien. Quand je mourrai, je ne veux pas que l'on parle de Friends en premier. Quand je mourrai, je ne veux pas que Friends soit la première chose que l'on mentionne. Je veux que mes actions pour la lutte contre les addictions soient la première chose que l'on mentionne. Et je vais passer le reste de ma vie à le prouver. Matthew a incarné des personnages qui sont devenus des amis proches, des confidents et des icônes de la culture populaire. Sa capacité à combiner humour, émotion et profondeur dans ses rôles a fait de lui un acteur inoubliable. Mais au-delà de son talent sur les écrans, il a également inspiré de nombreuses personnes par sa lutte personnelle contre l'addiction, montrant qu'il est possible de surmonter les épreuves de la vie. Alors pour tout ça, merci l'ami.